Le jour de mes 60 ans, personne ne s'est présenté. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils avaient organisé une fête pour ma belle-fille. Le même jour, elle est plus jeune, maman, tu comprends, n'est-ce pas? Quand j'ai modifié mon testament et qu'ils l'ont découvert, j'ai toujours cru que 60 ans n'était qu'un chiffre, jusqu'à ce que ce jour arrive et me montre que, pour certaines personnes, ce nombre portait un poids que je n'aurais jamais imaginé. Je m'appelle Amandine Martins et pendant des décennies, j'ai construit une vie que je croyais solide, entourée de personnes que j'aimais et qui, je pensais, m'aimaient en retour. La maison où je vis depuis plus de 30 ans a toujours été le centre de notre famille. Benoît, mon fils aîné, a grandi en jouant dans le jardin que j'avais moi-même planté, arbre par arbre. Florence, ma cadette, a fait ses premiers pas dans le couloir qui mène à la cuisine, où tant de repas ont été préparés avec amour. C'était une demeure qui respirait les souvenirs, chaque pièce gardant des fragments de notre histoire familiale. Benoît a toujours été un fils dévoué, ou du moins, c'est ce que je croyais. Après son mariage avec Juliette il y a 5 ans, j'ai remarqué des changements subtils dans son comportement. Mais j'ai attribué tout cela au processus naturel d'un homme construisant sa propre famille. Juliette était une jeune femme charmante, 10 ans plus jeune que mon fils, avec un sourire qui conquérait n'importe qui et une personnalité vibrante qui apportait une nouvelle énergie à nos réunions familiales. Dès le début, j'ai cherché à accueillir Juliette comme la fille que je n'ai jamais eue. Je lui ai enseigné les recettes traditionnelles de la famille, partagé des histoires sur Benoît enfant, et je lui ai même offert quelques bijoux anciens ayant appartenu à ma mère. Elle manifestait toujours de la gratitude et de l'affection, m'appelant petite maman avec une douceur qui faisait fondre mon cœur. Florence, quant à elle, maintenait une relation plus distante depuis qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour son travail. Nos contacts se limitaient à des appels téléphoniques hebdomadaires et des visites sporadiques pendant les jours fériés. Elle n'a jamais montré beaucoup d'intérêt à se rapprocher de Juliette, prétextant toujours être très occupée par sa carrière ascendante dans l'entreprise de marketing où elle travaillait. Dr Pascal Véronique, mon médecin depuis plus de 15 ans, m'avertissait toujours de l'importance de maintenir des liens familiaux forts, particulièrement après le décès de mon mari il y a 8 ans. Amandine, la solitude peut être plus dangereuse que n'importe quelle maladie physique, disait-il souvent pendant nos consultations mensuelles. Pascal connaissait bien notre famille, ayant accompagné depuis la naissance des petits-enfants jusqu'aux moments les plus difficiles que nous avons traversés. Les préparatifs pour mes 60 ans ont commencé des mois à l'avance. J'avais moi-même suggéré une célébration intime, uniquement avec la famille proche et quelques amis chers. Benoît s'est immédiatement proposé pour tout organiser, disant que je méritais de me reposer et de simplement profiter de la fête. Juliette a soutenu l'idée avec enthousiasme, suggérant que nous fassions quelque chose de spécial, différent des célébrations précédentes. Pendant les semaines précédant la date, j'ai remarqué un étrange mouvement dans la maison. Benoît et Juliette chuchotaient fréquemment, interrompant leur conversation dès que je m'approchais. Quand je les questionnais sur les détails de la fête, ils souriaient mystérieusement et disaient que c'était une surprise. Initialement, j'ai interprété ce comportement comme de l'affection et du dévouement pour préparer quelque chose de mémorable pour moi. Florence appelait plus fréquemment, s'enquérant des préparatifs et manifestant un intérêt inhabituel pour les détails. « Maman, es-tu sûre que Benoît organise tout comme il faut ?» demanda-t-elle lors d'une de nos conversations. J'ai répondu que oui, louant le dévouement de mon fils et de ma belle-fille pour rendre mon anniversaire spécial. Les amis du groupe de broderie que je retrouvais tous les mercredis chez Madame Margarida manifestaient aussi leur curiosité à propos de la fête. « Amandine, c'est bien que ta famille prépare une belle célébration pour toi », commentait Madame Concissant, tout en travaillant sur son point de croix. Je souriais, me sentant bénie d'avoir des personnes qui se souciaient tant de moi. Pascal a remarqué mon enthousiasme pendant notre consultation de routine la semaine précédant l'anniversaire. « Vous rayonnez, Amandine. Je vois que l'attente de la fête vous fait du bien.
observa-t-il en vérifiant ma tension artérielle. Je lui ai raconté les préparatifs mystérieux et combien j'étais reconnaissante de l'attention de ma famille. La veille du grand jour, Benoît est apparu chez moi avec un bouquet de fleurs jaunes, mes préférées. « Maman, demain sera un jour très spécial, » dit-il en embrassant mon front avec tendresse. Juliette était rayonnante à ses côtés, portant une nouvelle robe qui mettait en valeur sa jeune beauté. « Je suis tellement impatiente pour demain, petite maman, » commenta-t-elle en m'étreignant fort. J'ai passé la nuit à organiser mes pensées et mes sentiments. 60 ans représentaient toute une vie d'expérience, de joie et de peine partagées. Je pensais à mon mari, qui malheureusement ne serait pas là pour célébrer avec moi, mais dont la mémoire restait vivante dans chaque coin de la maison. J'imaginais comment se passerait l'accueil des invités, les conversations animées, les souvenirs qui seraient partagés. Je me suis réveillée le jour de mon anniversaire avec un profond sentiment de gratitude. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre, illuminant les photos de famille disposées sur la coiffeuse. J'ai choisi mes vêtements avec un soin particulier, une robe bleu marine qui recevait toujours des compliments, et j'ai consacré plus de temps à mes cheveux et mon maquillage. Durant la matinée, j'ai attendu avec impatience les premiers signes de préparation de la fête. J'ai trouvé étrange le silence inhabituel de la maison, mais j'ai pensé que peut-être Benoît et Juliette organisaient en tout ailleurs. Le téléphone n'a pas sonné avec les vœux habituels des amis, ce qui m'a semblé bizarre, mais j'ai gardé un état d'esprit positif. Le temps passait lentement, et au fil des heures, une inquiétude a commencé à grandir dans ma poitrine. Il n'y avait aucun mouvement dans la maison, aucun signe des préparatifs que j'imaginais en cours. J'ai appelé Benoît plusieurs fois, mais les appels allaient directement sur la messagerie. Juliette ne répondait pas non plus. La fin de l'après-midi est arrivée sans aucun signe des invités. J'ai parcouru la maison vide, vérifiant chaque pièce dans l'espoir de trouver une trace des préparatifs que j'imaginais en cours. La table de la salle à manger restait comme toujours, sans nappe spéciale, sans arrangements floraux, sans rien qui indique une célébration. À 18 heures, j'ai rappelé Benoît. Cette fois, il a décroché à la 3e sonnerie, mais sa voix semblait étrangement distante et pressée. « Maman, je suis un peu occupée maintenant. Je peux te rappeler plus tard » a-t-il dit sans même me souhaiter mon anniversaire. « Benoît, c'est mon anniversaire aujourd'hui » ai-je répondu, la voix tremblante, sentant une douleur dans la poitrine. « Ah oui, c'était vrai. Bon anniversaire, maman. Écoute, je te rappelle plus tard, d'accord » a-t-il dit avant de raccrocher brusquement. Je suis restée immobile au milieu du salon, tenant le téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon propre fils avait oublié mon 60e anniversaire, ou pire encore, avait fait semblant de l'oublier. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, tandis que la réalité devenait de plus en plus claire. Ce soir-là, j'ai dîné seule pour la première fois, lors d'un anniversaire depuis la mort de mon mari. J'ai préparé un repas simple, mais je n'ai même pas pu le finir. Chaque bouchée semblait se coincer dans ma gorge, mêlée à l'amertume de la déception. Je me suis couchée tôt, espérant que le sommeil m'apporterait un soulagement à la douleur que je ressentais dans la poitrine. Le lendemain matin, je me suis réveillée les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. J'ai décidé que je devais comprendre ce qui s'était passé. Je me suis habillée et j'ai marché jusqu'à la maison de Benoît et Juliette, qui se trouvait à seulement 3 pâtés de maison de chez moi. Pendant le trajet, j'ai répété mentalement les mots que je dirais, essayant de garder ma dignité malgré la profonde blessure que je ressentais. En approchant de leur résidence, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net sur le trottoir. Il y avait des restes de décoration dans le jardin, des morceaux de ballons dégonflés accrochés aux arbres, des confettis éparpillés sur la pelouse, et un morceau de banderole colorée abandonné près du portail. Mon cœur s'est emballé tandis que je marchais lentement vers la porte d'entrée. J'ai sonné d'une main tremblante. Juliette est venue ouvrir, portant une robe de chambre et les cheveux en désordre. Quand elle m'a vue, son expression a changé instantanément, passant de la somnolence à ce qui semblait être de la gêne mêlée d'irritation. « Amandine, que fais-tu ici si tôt ?» a-t-elle demandé en bloquant partiellement l'entrée. « Je suis venue parler à Benoît d'hier. »
ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. Hier, a-t-elle répété d'un ton qui me semblait répéter. Ah oui, ton anniversaire. Je suis désolée, mais Benoît a eu une urgence au travail et nous n'avons pas pu venir. J'ai regardé à nouveau les restes de fête éparpillés dans le jardin et j'ai senti une colère monter en moi. Juliette, s'il te plaît, ne me mens pas. Je vois clairement qu'il y a eu une fête ici hier. Elle a suivi mon regard et ses épaules se sont légèrement affaissées. Benoît est apparu derrière elle, encore en pyjama, avec une expression qui confirmait mes pires craintes. « Maman, entre. Nous devons parler, » a-t-il dit avec un lourd soupir. Je suis entrée dans la maison que je connaissais si bien, mais qui à ce moment-là me semblait complètement étrangère. Benoît et Juliette se sont regardés avant de s'asseoir sur le canapé, me laissant seule dans le fauteuil en face d'eux. Le silence s'est prolongé pendant de longues minutes jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. « Vous avez fait une fête hier, n'est-ce pas ?» ai-je demandé directement. Benoît s'est passé la main dans les cheveux avant de répondre. « Oui, maman, nous avons fait une fête pour Juliette. »« Pour Juliette ? Et quelle était l'occasion ?» ai-je demandé en sentant le sang me monter à la tête. « C'était l'anniversaire de sa promotion au travail, » a-t-il répondu en évitant mon regard. « C'est arrivé le jour même de ton anniversaire, et nous avons décidé de célébrer. »« Nous avons décidé ?» répétai-je avec incrédulité. « Vous avez décidé de célébrer une promotion professionnelle le jour même de mes 60 ans. » Juliette s'agita inconfortablement sur le canapé avant de parler. « Amandine, tu dois comprendre. Ma promotion est importante pour notre avenir. Et puis, je suis plus jeune, j'ai plus d'énergie pour ce genre de célébration. » Ces mots m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. « Qu'est-ce que l'âge a à voir là-dedans ?» demandai-je d'une voix tremblante. Benoît me regarda enfin dans les yeux. « Maman, tu dois comprendre. Juliette est plus jeune, elle s'amuse davantage dans les fêtes. Tu préfères les choses plus tranquilles, n'est-ce pas ?»« Je préfère les choses plus tranquilles, » répétai-je lentement. « Benoît, tu es en train de me dire que vous avez annulé mon anniversaire parce que vous pensez que je suis trop vieille pour m'amuser. »« Ce n'est pas ça, maman, » essaya-t-il d'argumenter, mais sa voix manquait de conviction. « Alors c'est quoi ?» insistai-je en me levant du fauteuil. « Explique-moi exactement ce que c'est. » Juliette se leva aussi, croisant les bras. « Amandine, soyons honnêtes. 60 ans, c'est un âge où les gens préfèrent des célébrations plus intimes, plus discrètes. Ma promotion représentait une réussite jeune, dynamique. C'était plus logique de réunir nos amis pour ça. »« Nos amis ?» questionnai-je. « Et mes amis, et ma famille. Je ne mérite pas une célébration pour mes 60 ans de vie. » Benoît s'approcha en essayant de toucher mon bras, mais je m'écartai. « Maman, tu exagères. On peut faire une célébration pour toi un autre jour. Quelque chose de plus adapté à ton âge. »« Adapté à mon âge », répétai-je ces mots, comme s'ils étaient un du poison. « Et qu'est-ce qui serait adapté à mon âge, Benoît? Un thé avec des biscuits, une conversation sur la véranda. »« Pas besoin d'être sarcastique, » dit Juliette avec impatience. « Nous essayons d'être pratiques. Tu as 60 ans, j'en ai 28. Naturellement, nous avons des styles de vie différents. » Je regardais cette jeune femme que j'avais accueillie comme ma fille, et je sentis quelque chose se briser définitivement en moi. Pendant 5 ans, je m'étais efforcé de l'inclure dans la famille, de la traiter avec affection et respect, et elle me disait que j'étais trop vieille pour mériter une fête d'anniversaire. « Je comprends parfaitement maintenant, » dis-je avec un calme qui me surprit. « Vous pensez qu'à 60 ans, je suis devenue insignifiante, que ma vie ne vaut plus la peine d'être célébrée. »« Maman, ce n'est pas ça, » essaya de protester Benoît, mais je l'interrompis. « Non, Benoît, c'est exactement ça. Vous avez choisi de célébrer la promotion d'une personne de 28 ans plutôt que l'anniversaire des 60 ans de ta mère. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est jeune et je suis vieille. » Je marchais vers la porte, mais m'arrêtai avant de sortir. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas sur moi. À 60 ans, j'ai encore beaucoup de contrôle sur ma vie. Et l'une des choses que je peux contrôler est mon testament.
Je vis Juliette et Benoît échanger rapidement un regard, une expression d'alarme traversant leur visage. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Benoît d'une voix altérée. « Je veux dire que les personnes qui pensent que je suis trop vieille pour mériter du respect sont peut-être trop jeunes pour mériter un héritage, » répondis-je en ouvrant la porte. « Amandine, attends !» cria Juliette derrière moi, mais j'étais déjà sur le trottoir. Pendant le trajet de retour chez moi, je sentis un mélange de douleur et de détermination grandir en moi. La trahison était trop profonde pour être ignorée, mais je n'étais pas une femme qui acceptait d'être irrespectée passivement. S'il voulait me traiter comme une personne insignifiante, il découvrirait que cette personne insignifiante avait encore assez de pouvoir pour changer leur destin. Arrivé chez moi, j'allais directement dans le bureau où je gardais mes documents importants. Je cherchais les papiers du testament que j'avais fait 2 ans après la mort de mon mari. En le relisant, je confirmais ce que je savais déjà. Benoît était le principal bénéficiaire de tous mes biens, y compris la maison, les placements financiers et les bijoux de famille. Je pris le téléphone et appelai mais Pascal Véronique, mon avocat de confiance depuis plus de 10 ans. Il avait conseillé notre famille à diverses occasions, de la rédaction du testament aux questions liées à l'héritage de mon mari. « Amandine, quelle surprise de recevoir votre appel !» dit Pascal avec sa voix toujours cordiale. « Comment vous sentez-vous ? J'ai besoin de prendre rendez-vous en urgence, Pascal. »« Je veux modifier mon testament, » répondis-je sans détour. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Puis-je demander la raison de cette décision soudaine ? J'ai découvert certaines choses sur ma famille qui ont complètement changé ma perspective, expliquai-je en sentant ma voix se nouer à nouveau. Je comprends, je peux vous recevoir aujourd'hui même, si c'est urgent. Que diriez-vous de 15 heures? Parfait, merci Pascal. J'ai éteint le téléphone et me suis assise dans le fauteuil du bureau, regardant par la fenêtre le jardin que j'avais moi-même planté. Chaque arbre, chaque fleur représentait des années de dévouement et de soin, tout comme chaque geste d'amour que j'avais dirigé vers ma famille pendant des décennies. Mais l'amour sans réciprocité n'était pas de l'amour, c'était de la soumission. Et je découvrais, à 60 ans, que j'avais encore assez de dignité pour ne pas accepter d'être traitée comme un fardeau. À 3 heures précises, j'étais assise dans la salle d'attente du cabinet de Pascal Véronique. L'environnement familier m'apportait un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis la veille. Les murs revêtus de bois sombre et les livres de droit soigneusement rangés sur les étagères me rappelaient des temps plus simples quand les questions juridiques de la famille n'étaient que des formalités bureaucratiques. Pascal est apparu à la porte de son bureau privé exactement à l'heure convenue, comme toujours. Ses cheveux gris et sa posture élégante transmettaient le sérieux professionnel que j'appréciais tant chez lui. Durant toutes ces années, Véronique avait été plus qu'un avocat pour notre famille. C'était un confident discret qui connaissait nos secrets les plus intimes. « Amandine, entrez, je vous en prie », dit-il avec un sourire cordial, mais je perçus dans ses yeux l'inquiétude que mon appel avait suscitée. Je me dirigeais vers le fauteuil en cuir face à son bureau en acajou, le même où je m'étais assise des années auparavant pour discuter du testament original. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Je revenais au même endroit pour défaire des décisions qui avaient un jour semblé si certaines et définitives. Pascal, je vous remercie de me recevoir au pied levé, commençai-je, ajustant mon sac sur mes genoux, avec des mains qui tremblaient encore légèrement. Je suis toujours à votre disposition, vous le savez, répondit Véronique s'asseyant derrière son bureau et en croisant les mains. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé pour motiver ce changement soudain dans votre testament. Je respirai profondément avant de commencer à narrer les événements des dernières 24 heures. Chaque mot sortait chargé de la douleur que je ressentais encore dans la poitrine, mais aussi de la détermination croissante qui s'était installée en moi. Pascal m'écouta en silence, prenant des notes occasionnelles sur un bloc-notes, ses yeux démontrant un mélange de surprise et d'indignation contenue. « Ils ont vraiment dit que vous étiez trop vieille pour une fête d'anniversaire ?» demanda Véronique quand j'eus terminé mon récit, sa voix chargée d'incrédulité.
Les mots exacts de Florence étaient qu'elle était plus jeune et avait plus d'énergie pour les célébrations, répondis-je, ressentant à nouveau la pointe d'humiliation. Et Benoît était d'accord, disant que je préférais des choses plus tranquilles à cause de mon âge. Pascal secoua lentement la tête, retirant ses lunettes pour les nettoyer avec plus de force que nécessaire. Amandine, en 30 ans de profession, j'ai vu beaucoup de cas de familles se disputant pour de l'argent, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi cruel que ce que vous me rapportez. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas la fête manquée, confessai-je, sentant les yeux se remplir à nouveau de larmes. C'est de découvrir que mon propre fils me voit comme un fardeau, comme quelqu'un qui ne mérite plus d'être célébré simplement parce que j'ai 60 ans. Véronique se leva de sa chaise et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le centre-ville. Il resta quelques minutes à observer le mouvement des gens dans la rue, les mains croisées derrière le dos. Quand il se retourna vers moi, son expression était devenue plus sérieuse et déterminée. « Amandine, je dois vous poser quelques questions difficiles avant de poursuivre, » dit Pascal, retournant à sa chaise. « Êtes-vous sûre que cette décision n'est pas prise sous le coup de l'émotion ? Les changements testamentaires sont irréversibles une fois exécutés. » « J'en suis absolument certaine, » répondis-je sans hésitation. « Pascal, vous connaissez notre famille depuis des années. M'avez-vous déjà vu prendre des décisions impulsives ?» Véronique sourit pour la première fois depuis mon arrivée. « Jamais. Vous avez toujours été la personne la plus réfléchie que je connaisse. C'est exactement pour cela que je veux m'assurer que vous réfléchissez clairement. Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années, affirmai-je, me redressant dans mon siège. Pendant longtemps, j'ai accepté d'être traité comme une figure décorative dans la vie de ma famille, comme quelqu'un qui devrait être reconnaissant pour la moindre miette d'attention reçue. Pascal ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier de documents. Très bien, discutons de vos options. Si j'ai bien compris, vous voulez retirer Benoît comme principal bénéficiaire. À qui souhaitez-vous destiner votre héritage ? La question me fit marquer une pause. Durant toute la matinée, j'avais seulement pensé à retirer l'héritage de Benoît et Florence, mais je n'avais pas complètement considéré où le rediriger. J'ai quelques idées, répondis-je lentement. Il y a une institution caritative qui s'occupe des personnes âgées abandonnées par leur famille. J'ai toujours fait des dons pour eux, mais je n'ai jamais pensé à laisser quelque chose de plus substantiel. La maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul ? Demanda Véronique, montrant qu'il connaissait l'établissement. Exactement, ai-je confirmé, sentant un sentiment de détermination grandir en moi. Si ma propre famille me considère comme insignifiante parce que j'ai 60 ans, peut-être que je peux aider d'autres personnes âgées qui vivent la même situation. Pascal prit quelques notes supplémentaires avant de me regarder à nouveau. Et concernant les biens personnels, les bijoux, les photos, les objets de valeur sentimentale. Les bijoux de famille étaient un cadeau de mon mari destiné à être transmis aux générations suivantes, ai-je répondu, pensive. Mais Benoît s'est marié avec une femme qui me manque ouvertement de respect. Je ne peux pas permettre que Florence porte les bijoux qui appartenaient à ma belle-mère, une femme qui valorisait le respect familial par-dessus tout. Je comprends parfaitement, dit Véronique, continuant d'écrire. Nous pouvons spécifier que les bijoux soient mis aux enchères et la valeur donnée à l'institution, ou les réserver pour d'autres membres de la famille. J'ai une nièce, la fille de ma sœur cadette, me suis-je soudainement souvenu. Zoé a toujours été affectueuse avec moi, même en vivant dans une autre région. Elle mérite les bijoux plus que quelqu'un qui me considère trop vieille pour mériter du respect. Pendant l'heure suivante, Pascal et moi avons travaillé sur les détails du Nouveau Testament. Chaque décision que nous prenions semblait alléger un poids de mes épaules, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma propre vie. La maison serait vendue et la valeur donnée à l'institution caritative, avec tous les placements financiers. Les bijoux iraient à Zoé et certains objets personnels seraient distribués entre des amis chers qui se souciaient vraiment de moi. Amandine, il y a une dernière question que nous devons aborder, dit Véronique alors que nous finalisions les documents.
Benoît contestera inévitablement ce changement quand il deviendra public. Il pourrait essayer de contester le testament en alléguant que vous n'étiez pas en pleine possession de vos facultés mentales. Et aurait-il une chance de réussir ? Ai-je demandé, ressentant une pointe d'inquiétude. Pascal secoua fermement la tête. Absolument aucune. Vous démontrez une lucidité totale, vos raisons sont claires et documentées, et je peux attester de votre capacité mentale. De plus, je vous recommande de passer une évaluation médicale dans les prochaines semaines, juste comme précaution supplémentaire. Je le ferai. Ai-je acquiescé, me sentant plus rassurée. Pascal, il y a autre chose que je veux inclure dans le testament. Une lettre expliquant mes raisons. Véronique leva les sourcils avec intérêt. C'est inhabituel mais parfaitement légal. Voulez-vous la dicter maintenant ? Je préfère l'écrire à la main chez moi, ai-je répondu. Ce sera plus personnel ainsi. Puis-je l'apporter demain ? Bien sûr. Je vais préparer les documents finaux aujourd'hui même, et demain nous pourrons inclure votre lettre et tout finaliser avec les signatures et les témoins nécessaires, expliqua Pascal, rangeant les papiers sur son bureau. Quand je me suis levée pour partir, je me sentais différente de la femme qui était entrée dans ce bureau 2 heures plus tôt. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'un sentiment de pouvoir retrouvé, de dignité restaurée. « Pascal, merci pour tout », ai-je dit, tendant la main pour le saluer. Véronique prit ma main entre les siennes, un geste paternel qui m'a profondément touchée. « Amandine, vous faites ce qu'il faut. Personne ne devrait accepter d'être ainsi manqué de respect, quel que soit son âge. »« Pensez-vous que je suis trop cruelle ?» ai-je demandé, ayant besoin de la validation de quelqu'un que je respectais. « Je pense que vous êtes juste, » répondit-il sans hésitation. « Ce qui serait cruel serait de continuer à récompenser ceux qui vous maltraitent. Vous dirigez simplement vos biens vers ceux qui les valoriseront vraiment. » Je suis sortie du bureau avec un sentiment de mission accomplie, mais je savais que la partie la plus difficile était encore à venir. Benoît et Florence découvriraient inévitablement le changement dans le testament, et je devais me préparer à la tempête qui suivrait. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une papeterie et j'ai acheté du papier à lettres élégant et un stylo spécial. La lettre que j'écrirais ne serait pas seulement une explication de mes décisions, mais un document final de ma dignité en tant que femme et être humain. En arrivant chez moi, je me suis assise à nouveau dans mon bureau et j'ai commencé à rédiger la lettre la plus importante de ma vie. Chaque mot fut soigneusement choisi. Chaque phrase construite pour exprimer non seulement ma douleur, mais aussi ma détermination à ne plus accepter le manque de respect. L'après-midi passa rapidement, tandis que j'écrivais et réécrivais, cherchant le ton parfait entre la blessure justifiée et la fermeté nécessaire. Quand j'ai finalement terminé, il faisait déjà nuit, mais je me sentais plus complète que je ne l'avais été depuis des années. J'ai gardé la lettre dans une enveloppe scellée et je l'ai placée avec les autres documents importants. Demain, je retournerai au cabinet de Véronique pour finaliser le processus qui changerait définitivement le destin de ma famille. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon anniversaire oublié, j'ai pu dormir profondément, sachant que j'avais repris le contrôle de ma propre vie et de mon propre avenir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre, illuminant la lettre que j'avais laissée sur la commode, et pendant un instant, j'ai senti comme si toute la maison était différente, plus légère. C'était comme si l'air lourd de la déception avait été remplacé par quelque chose de plus pur, plus authentique. Après un petit déjeuner tranquille, j'ai pris la lettre soigneusement cachetée et me suis dirigée à nouveau vers le cabinet de Véronique. En chemin, j'ai observé les gens dans la rue avec un regard différent. Combien d'entre eux avaient aussi été méprisés par leur propre famille? Combien avaient 60 ans ou plus et étaient traités comme s'ils étaient invisibles, comme si leur âge était synonyme d'insignifiance? Le cabinet était animé à mon arrivée, mais Pascal m'a reçu immédiatement, comme promis. Sa secrétaire, une dame élégante aux cheveux gris qui m'avait toujours traité avec cordialité,
m'a offert un café pendant que j'attendais. « Amandine, mettez-vous à l'aise, » dit Véronique en ouvrant la porte de son bureau privé. « J'ai tous les documents prêts, il ne manque plus que votre lettre. » Je suis entrée et me suis assise sur la même chaise que la veille, mais cette fois-ci, je me sentais complètement différente. La femme incertaine qui avait cherché une aide juridique s'était transformée en quelqu'un déterminé à faire valoir ses droits et sa dignité. « J'ai apporté la lettre », ai-je annoncé en sortant l'enveloppe de mon sac. J'ai écrit toute la nuit, pesant chaque mot. Pascal a reçu l'enveloppe avec un respect révérencieux, comme si comprenait l'importance de ce document pour moi. « Souhaitez-vous que je la lise avant de l'inclure officiellement dans le testament ?»« S'il vous plaît, » ai-je répondu. L'observant pendant qu'il ouvrait l'enveloppe et dépliait les pages écrites à la main de ma plus belle écriture. Véronique a lu en silence, ses yeux parcourant chaque ligne avec attention. Occasionnellement, il faisait une expression d'approbation ou hochait la tête, comme s'il était d'accord avec quelque chose que j'avais écrit. Quand il a terminé, il a posé soigneusement la lettre sur le bureau et m'a regardé avec une expression de respect sincère. « Amandine, c'est une des lettres les plus dignes et courageuses que j'ai lues dans ma carrière, » a-t-il dit, sa voix chargée de sincérité. « Vous avez réussi à exprimer votre douleur sans paraître vindicative, et vos raisons sont cristallines. Quiconque lira ceci comprendra parfaitement vos motivations. » J'espère que Benoît comprendra aussi, ai-je murmuré, ressentant une pointe de tristesse pour la première fois depuis que j'avais pris ma décision. « Amandine, puis-je vous poser une question personnelle ?» a demandé Pascal, se penchant légèrement en avant. « Avez-vous encore l'espoir que votre fils change d'attitude ?» La question m'a fait réfléchir pendant quelques instants. J'ai l'espoir qu'il devienne une meilleure personne, oui, mais je ne peux plus baser mes décisions sur cet espoir. 60 ans de vie m'ont appris que les gens ne changent que quand ils le veulent vraiment, et Benoît a clairement démontré quelles sont ses priorités. Véronique a acquiescé avec compréhension avant de se lever et de marcher vers une armoire où il gardait des documents importants. Je vais inclure votre lettre comme annexe officielle au testament. Elle sera lue avec les dispositions testamentaires le moment venu. Pascal, il y a quelque chose que je dois demander, ai-je dit, ressentant un besoin soudain d'éclaircir un point. Pensez-vous qu'il existe une possibilité que Benoît et Florence changent de comportement s'ils découvrent les modifications du testament avant qu'il ne soit trop tard? L'avocat a arrêté ce qu'il faisait et s'est tourné pour me regarder. Amandine, c'est une question très importante. Voudriez-vous qu'ils soient au courant des changements? Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. Une partie de moi aimerait leur donner une dernière chance de montrer qu'ils se soucient vraiment de moi, pas seulement de mon héritage. Pascal s'est retourné à son siège et a croisé les mains sur le bureau, prenant une expression pensivée. Puis-je suggérer quelque chose? Et si nous gardions le testament tel quel, mais que vous créiez une situation où vous pourriez observer leur comportement sans qu'ils ne sachent rien des changements? Comment ça? Ai-je demandé, intrigué par la suggestion. Vous pourriez mentionner négligemment que vous envisagez de faire quelques modifications à votre testament sans préciser lesquelles. Observez comment ils réagissent s'ils montrent une préoccupation sincère pour votre bien-être ou seulement pour les questions financières, a expliqué Véronique. L'idée m'a semblé intéressante, mais aussi risquée. Et s'ils feignent l'inquiétude juste pour protéger leur héritage? Alors vous aurez votre réponse définitive sur leur caractère, répondit Pascal fermement. Amandine, vous êtes une femme intelligente. Vous saurez distinguer entre une véritable inquiétude et l'intérêt financier. Nous restâmes silencieux quelques minutes pendant que je réfléchissais à la proposition. La possibilité de donner une dernière chance à Benoît et Florence était tentante, mais elle m'effrayait aussi. Et s'ils me décevaient une fois de plus, aurais-je la force de supporter une autre trahison? J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je finalement. Pour l'instant, finalisons le testament comme prévu. Si je décide de tester leur comportement, je pourrais le faire indépendamment. Parfaite décision, approuva Véronique, reprenant l'organisation des documents.
Procédons à la signature et aux témoins nécessaires. Pendant l'heure suivante, je signai divers documents qui officialisaient les changements dans mon testament. 2 employés de l'étude servirent de témoins et Pascal expliqua méticuleusement chaque clause pour s'assurer que je comprenne parfaitement les implications de chaque décision. Une fois tout finalisé, je ressentis un mélange de soulagement et de mélancolie. C'était libérateur de savoir que j'avais repris le contrôle de mon avenir, mais douloureux d'accepter que j'en sois arrivé là avec ma propre famille. Amandine, il y a encore une chose dont j'aimerais discuter, dit Pascal en rangeant les documents dans le coffre du bureau. Vous avez mentionné avoir une nièce, Zoé. Avez-vous pensé à la contacter pour renforcer ses liens familiaux? La mention de Zoé me réchauffa le cœur. Cela fait des mois que nous n'avons pas parlé. Elle habite si loin et j'attends toujours qu'elle appelle en premier. Peut-être est-il temps de prendre l'initiative, suggéra Véronique doucement. Parfois, les personnes qui tiennent vraiment à nous attendre un signe qu'elles sont les bienvenues dans notre vie. La remarque de Pascal me fit réaliser que je m'étais isolée non seulement de Benoît et Florence, mais aussi d'autres personnes qui pourraient sincèrement tenir à moi. Pendant des années, j'avais concentré toute mon énergie émotionnelle sur la relation avec mon fils, négligeant d'autres relations qui auraient pu être source de joie et de soutien. Vous avez raison, admis-je, sentant une nouvelle détermination grandir en moi. Je vais s'appeler Zoé aujourd'hui même, et aussi quelques amis qui ont perdu contact avec moi parce que j'étais toujours occupée avec les problèmes de Benoît. Véronique sourit chaleureusement. Voilà la Amandine que j'ai toujours connue, forte, déterminée et capable de construire son propre bonheur. Je quittais le bureau avec un sentiment de plénitude que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Les documents étaient signés, ma lettre avait été officiellement incluse dans le testament, et j'avais retrouvé non seulement le contrôle de mes biens, mais aussi de ma propre vie. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai chez un fleuriste et m'achetai un bouquet. C'était un geste symbolique, une façon de célébrer la femme forte que j'avais redécouvert être. Les fleurs jaunes et oranges semblaient irradier la même énergie renouvelée que je ressentais intérieurement. En arrivant chez moi, je mis les fleurs dans un vase dans le salon et m'assis pour réfléchir aux événements des derniers jours. La douleur de la trahison était toujours présente, mais elle s'accompagnait maintenant d'un sentiment d'émancipation que je ne savais plus posséder. Je pris le téléphone et composai le numéro de Zoé, ma chère nièce, qui vivait dans l'intérieur de São Paulo. Mon cœur battit plus fort en attendant que l'appel aboutisse, mais quand j'entendis sa voix chaleureuse à l'autre bout du fil, je sus que j'avais pris la bonne décision. « Tante Amandine, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama Zoé avec une joie sincère. « Je pensais justement à toi hier. Comment vas-tu » La conversation coula naturellement, et pour la première fois depuis des jours, je me surpris à rire sincèrement. Zoé me raconta son travail d'enseignante, ses projets pour les prochaines vacances, et manifesta un intérêt sincère pour ma vie. C'était rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui me traitait comme une personne précieuse, non comme un fardeau ou une obligation familiale. Quand je raccrochai 1 heure plus tard, je sentis que j'avais retrouvé une partie importante de moi-même. Il y avait d'autres personnes dans le monde qui tenaient à moi, qui valorisaient ma présence et ma compagnie. Je n'avais pas besoin d'accepter des miettes d'affection de ceux qui me manquaient de respect. Cet après-midi-là, je commençais à faire une liste de toutes les personnes avec qui j'avais perdu contact au fil des ans pour m'être trop focalisée sur les problèmes familiaux. D'anciennes amies, des collègues de travail, des voisins chers qui avaient déménagé. Il était temps de reconstruire mon réseau de soutien émotionnel, de m'entourer de personnes qui appréciaient vraiment qui j'étais. Tandis que j'écrivais les noms et numéros de téléphone dont je me souvenais encore, je sentais une énergie nouvelle m'envahir. À 60 ans, je découvrais qu'il y avait encore tant à vivre, tant à explorer, tant de connexions authentiques à cultiver. Le testament modifié n'était que la première étape d'un plus grand voyage d'affirmation de soi et de reconstruction de ma dignité. J'avais passé trop de temps à être l'Amandine que tout le monde attendait que je sois. Il était temps d'être simplement moi-même, sans excuse et sans accepter le manque de respect de quiconque.
Dans les jours qui suivirent, je mis en pratique ma nouvelle philosophie de vie. J'appelais Conseil 100, une ancienne collègue de l'école où j'avais travaillé comme secrétaire pendant plus de 20 ans. Elle fut ravie d'entendre ma voix et m'invita immédiatement à déjeuner en centre-ville. « Amandine, tu ne peux pas imaginer comme tu m'as manqué », dit Conseil 100 lorsque nous nous sommes retrouvés dans le petit restaurant que nous fréquentions autrefois. Je demandais toujours de tes nouvelles aux autres collègues, mais personne ne savait comment tu allais. La conversation coulait naturellement et je réalisais à quel point je m'étais isolée ces dernières années. Conseil 100 me parla de ses petits-enfants, de sa retraite qu'elle profitait en voyageant et en prenant des cours d'artisanat. Son énergie contagieuse me fit questionner pourquoi j'avais gaspillé tant de temps à me préoccuper exclusivement de Benoît et Florence. « Tu devrais venir avec nous au club de lecture », suggéra Conseil 100 pendant que nous prenions le café. Nous nous réunissons tous les jeudis à la bibliothèque municipale. Nous sommes 8 dames qui adorent discuter de livres et surtout parler de la vie. L'idée me parut merveilleuse. Cela faisait des années que je n'avais pas lu un livre en entier, toujours distraite par les drames familiaux qui semblaient consumer toute mon énergie mentale. « J'accepte l'invitation », répondis-je sans hésitation. J'ai besoin de réapprendre à faire des choses qui me font plaisir. Sur le chemin du retour, je me sentais renouvelée. C'était incroyable comme une simple conversation avec une véritable amie pouvait restaurer ma confiance en l'humanité. Conseil 100 montrait un intérêt sincère pour ma vie. Posait des questions parce qu'elle s'intéressait vraiment aux réponses, pas pour chercher des informations à utiliser à son profit. En rentrant chez moi, je trouvais 3 messages sur le répondeur. 2 étaient d'entreprises proposant des services, mais le 3e me fit immédiatement arrêter ce que je faisais. « Maman, c'est moi, Benoît », disait la voix de mon fils, son nom étrangement formel. « Je dois vous parler d'une question importante. Rappelez-moi dès que vous entendrez ce message. » Mon premier réflexe fut de rappeler immédiatement, mais quelque chose me fit hésiter. Pendant des décennies, j'avais toujours couru pour répondre à la moindre demande de Benoît, traitant ses besoins comme des urgences qui requéraient mon attention immédiate. Cette fois, je décidai qu'il pouvait attendre jusqu'à ce que je sois mentalement préparée pour la conversation. Je m'assis dans le fauteuil du salon, observant les fleurs que j'avais achetées pour moi-même. Elles étaient encore vibrantes et colorées, symbolisant la nouvelle phase de ma vie. Je respirais profondément et me demandais quel type de questions importantes mon fils pouvait vouloir discuter avec moi. Était-il possible qu'il ait réfléchi à son comportement lors de mon anniversaire? Peut-être que Florence avait montré quelques remords pour la fête parallèle qu'ils avaient organisée? Ou était-ce simplement une autre situation où ils avaient besoin de mon aide financière ou émotionnelle? Je décidai d'appeler Zoé à nouveau avant de rappeler Benoît. Ma nièce avait toujours eu une perspective équilibrée sur les relations familiales, et son opinion pourrait m'aider à aborder la situation avec plus de clarté. « Tante Amandine, quel plaisir d'entendre à nouveau ta voix !» dit Zoé en décrochant. « Comment te sens-tu depuis notre conversation d'hier ?»« Mieux chaque jour, » répondis-je honnêtement, « mais j'ai une situation à discuter avec toi. » Benoît a laissé un message disant qu'il doit me parler d'une question importante. Zoé resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Tante, puis-je être directe avec toi ?»« Je t'en prie, » demandai-je, appréciant la franchise de ma nièce. « D'après ce que tu m'as raconté sur l'anniversaire et son comportement ces dernières années, je serai très prudente, » dit Zoé avec précaution. « Les gens qui nous blessent profondément changent rarement du jour au lendemain. Il est plus probable qu'il ait besoin de quelque chose. » Les paroles de Zoé faisaient écho à mes propres pensées, mais les entendre d'une autre personne me donna plus confiance en mon intuition. « Tu as raison, » admis-je. « Je vais le rappeler, mais cette fois je ne me laisserai pas manipuler émotionnellement. »« Exactement, » approuva Zoé. « Souviens-toi que tu ne lui dois rien d'autre que l'amour que tu lui as déjà donné toute ta vie. S'il veut reconstruire la relation, il doit le démontrer par des actes, pas seulement par des mots. » Après avoir raccroché avec Zoé, je suis restée assise quelques minutes de plus, me préparant mentalement à la conversation avec Benoît. Cette fois, je ne serai pas la mère désespérément en quête d'approbation.
Je serais Amandine, celle qui avait retrouvé sa dignité et savait exactement quel traitement elle méritait. J'ai composé le numéro de Benoît et il a décroché à la deuxième sonnerie comme s'il attendait mon appel avec impatience. « Maman, merci de me rappeler », a-t-il dit, et j'ai pu détecter une tension inhabituelle dans sa voix. « Je dois vous parler en personne. Je peux venir ce soir. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?» ai-je demandé, gardant un ton calme et maîtrisé. Benoît a hésité un moment. « Je préfère en parler en personne. C'est à propos de questions familiales importantes. » Benoît, « Je n'ai plus de patience pour les jeux ou les mystères, » ai-je répondu fermement. « Si vous voulez me parler, soyez direct sur le sujet. » Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne et je pouvais presque entendre mon fils réaliser que je n'agissais plus comme la mère soumise habituelle. « Très bien, » a-t-il finalement dit. « Florence et moi avons parlé de votre anniversaire et, eh bien, nous avons réalisé que nous n'avons peut-être pas agi de la meilleure façon. » Cette déclaration m'a surprise, mais a également éveillé ma méfiance. En 35 ans, Benoît admettait rarement ses erreurs, surtout quand cela concernait sa femme. « Continue », ai-je simplement dit, ne lui facilitant pas la conversation. « Nous voulions compenser d'une certaine manière », a poursuivi Benoît, semblant de plus en plus mal à l'aise. « Peut-être pourrions-nous organiser une célébration tardive, juste en famille. » « Et Florence est d'accord avec ça ?» ai-je demandé directement. « Bien sûr, » a-t-il répondu rapidement, peut-être trop rapidement. Elle se sent aussi mal pour ce qui s'est passé. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait douter de sa sincérité. Florence n'avait jamais montré de remords pour ses actions, et il serait très étrange qu'elle ait changé d'attitude aussi soudainement. « Benoît, puis-je te poser une question ?» ai-je dit, décidant de tester ses motivations. « Tu proposes cela parce que tu te soucies vraiment de mes sentiments, ou y a-t-il une autre raison ?»« Maman, quelle question est-ce que là ?» a-t-il répondu, semblant offensé. « Bien sûr que je me soucie de vos sentiments. Alors pourquoi vous a-t-il fallu tant de jours pour réaliser que vous m'aviez blessé ?» ai-je interrogé, gardant ma voix ferme. « Pourquoi cette révélation soudaine ?» Benoît est resté à nouveau silencieux, et je pouvais presque sentir sa frustration à travers le téléphone. Il n'était pas habitué à une mère qui posait des questions difficiles et exigeait des réponses honnêtes. « Maman, je peux venir ou non ?» a-t-il demandé, évitant de répondre à mes questions. « Tu peux venir », ai-je répondu après une pause. « Mais je veux que Florence soit présente. Si elle se sent vraiment mal, elle peut me le dire en personne. » « Je ne sais pas si elle peut aujourd'hui, » a dit Benoît rapidement. « Alors fixez une date quand elle pourra, » ai-je répondu fermement. « Si vous êtes tous les deux sincèrement désolés, vous pouvez me l'expliquer en personne. » J'ai raccroché le téléphone avec le sentiment d'avoir établi un précédent important. Pour la première fois en décennies, j'avais imposé des conditions pour une réunion familiale au lieu d'accepter simplement les miettes d'attention qu'on m'offrait. Je me suis dirigée vers la fenêtre du salon et j'ai observé l'animation de la rue. Des voisins rentrant du travail, des enfants jouant sur le trottoir, la vie suivant son cours naturel. Pendant des années, j'avais observé cette même scène en me sentant isolée et mélancolique. Aujourd'hui, je me sentais à nouveau faire partie du monde, comme si j'avais retrouvé ma place dans la société. Le téléphone a sonné à nouveau, et quand j'ai décroché, c'était encore Benoît. « Maman, j'ai parlé à Florence, » a-t-il dit, semblant encore plus tendu. « Elle peut venir demain soir, ça vous convient ?»« Parfait, » ai-je répondu. « À 20h. »« Maman, je peux vous demander quelque chose ?» a dit Benoît avec hésitation. « Vous êtes différente. Il s'est passé quelque chose ?» La question m'a fait sourire intérieurement. Mon fils réalisait enfin que j'avais changé, que je n'étais plus la femme qui acceptait n'importe quel traitement sans poser de questions. « Oui, Benoît, » ai-je répondu calmement. Je me suis redécouverte. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée dans le salon à réfléchir à la conversation avec Benoît. Ses paroles sonnaient répétées, comme s'il avait soigneusement préparé chaque phrase avant d'appeler. Le changement soudain de comportement m'intriguait et, simultanément, éveillait ma méfiance.
En 35 ans de vie, mon fils reconnaissait rarement ses erreurs, particulièrement quand cela concernait Florence. Je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé une tisane de camomille, observant par la fenêtre l'animation du voisinage. Madame Véronique arrosait ses plantes dans son jardin de devant, me faisant un signe cordial quand nos regards se sont croisés. J'ai rendu son salut, me rappelant comment je m'étais isolée socialement ces dernières années, concentrant toute mon énergie émotionnelle sur la famille qui apparemment ne valorisait pas mon dévouement. Le téléphone sonna de nouveau, interrompant mes pensées. C'était Zoé, ma nièce. « Tante Amandine, désolée de te déranger encore, mais je me suis inquiétée après notre conversation, » dit-elle affectueusement. « Comment s'est passé l'appel avec Benoît ?»« Intéressant, » répondis-je en portant ma tasse au salon. « Il veut venir demain soir avec Florence pour parler de questions familiales importantes. Il a dit qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas bien agi lors de mon anniversaire. » Zoé resta silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Ma tante, je ne veux pas être pessimiste, mais cela me semble très opportun. Des gens comme eux ne changent pas du jour au lendemain. » J'ai pensé la même chose, admis-je en m'asseyant dans le fauteuil. C'est pourquoi j'ai insisté pour que Florence vienne aussi. Si elle regrette vraiment, elle peut me le dire en personne. Très bien, approuva Zoé. Garde cette attitude ferme et rappelle-toi, tu n'as pas accepté des excuses vides simplement parce qu'ils sont de la famille. Après avoir parlé avec Zoé, j'ai décidé d'appeler Conseil 100 pour confirmer ma participation au club de lecture. La perspective d'avoir mes propres activités, indépendantes de l'approbation familiale, m'enthousiasmait profondément. « Amandine, quelle joie de t'entendre à nouveau, » dit Conseil 100 en décrochant. « Je pensais justement t'appeler pour confirmer ta venue jeudi. »« Bien sûr que je viens, » répondis-je avec enthousiasme. « D'ailleurs, j'aimerais savoir quel livre vous lisez actuellement. » Nous commençons Agua Viva de Clarice Lispector, expliqua Conseil 100. C'est une œuvre dense, mais très belle. Tu peux le trouver à la bibliothèque municipale ou l'acheter dans n'importe quelle librairie. La conversation avec Conseil 100 m'a mise de bonne humeur pour le reste de l'après-midi. J'ai décidé de sortir acheter le livre, en profitant pour faire une promenade dans le centre-ville. Cela faisait des mois que je n'avais pas marché tranquillement dans les rues, observant les vitrines et les gens. À la librairie, en plus du livre du club de lecture, j'ai aussi acheté un roman que j'avais toujours voulu lire mais pour lequel je ne trouvais jamais le temps. Le vendeur, un jeune homme sympathique d'une trentaine d'années, m'a recommandé d'autres titres d'auteurs contemporaines. « Vous avez bon goût en littérature », commenta-t-il en emballant les livres. Ces auteurs écrivent sur l'expérience féminine de façon très authentique. « Je redécouvre le plaisir de lire », répondis-je sincèrement. J'ai passé des années très occupée par d'autres choses et j'ai oublié à quel point les livres peuvent être libérateurs. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à la façon dont de petits changements transformaient ma perspective de vie. La simple décision d'acheter des livres pour moi-même représentait un acte d'auto-soin que j'avais négligé pendant des décennies. À la maison, j'ai préparé un dîner léger et me suis installée dans le salon avec mon nouveau livre. Les premières pages de Clarice Lispector m'ont immédiatement captivée et j'ai réalisé combien cette forme d'évasion intellectuelle m'avait manqué. Pendant des années, mes seules lectures se limitaient aux magazines de décoration et de recettes, cherchant toujours des moyens d'améliorer ma maison pour plaire aux autres. Le téléphone sonna vers 9 heures du soir. C'était Benoît à nouveau. « Maman, je pensais à notre conversation d'aujourd'hui, » dit-il, semblant moins confiant qu'avant. Je voulais confirmer l'heure pour demain. « À 8 heures, comme convenu, » répondis-je en marquant la page du livre. « Vous venez tous les deux, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, » répondit-il rapidement. « Maman, je peux vous poser une question. Vous avez parlé de vous redécouvrir. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» La question m'a surprise par sa franchise inhabituelle. Benoît manifestait rarement une curiosité sincère pour mes sentiments ou mes pensées. Cela signifie que j'ai arrêté de vivre uniquement en fonction des autres, répondis-je calmement. À 60 ans, j'ai décidé que je méritais d'être traité avec respect et considération. Mais nous vous avons toujours respecté, maman, protesta Benoît sur la défensive. Benoît, vous avez organisé une fête pour Florence le jour de mon anniversaire, lui rappelai-je fermement.
Quand j'ai protesté, tu m'as dit qu'elle était plus jeune et que je devais comprendre. Ce n'est pas du respect. Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs secondes. Je pouvais presque entendre mon fils réaliser que je n'étais plus disposé à accepter des explications vides ou des excuses superficielles. « Maman, à ce sujet, commença-t-il avec hésitation, peut-être n'avons-nous pas bien expliqué à l'époque. »« Il n'y a rien à expliquer, l'interrompis-je. Vos actions étaient très claires. Demain, si vous voulez parler, j'espère que vous viendrez préparé pour une discussion honnête, pas pour plus de justifications. »« D'accord, maman, acquiesça Benoît, semblant résigné. À demain 8 heures. Après avoir raccroché, j'ai repris ma lecture, mais mon esprit continuait de ressasser la conversation. L'insistance de Benoît à confirmer les détails et son inquiétude face à mon changement d'attitude me faisaient soupçonner qu'il y avait des motivations cachées derrière cette soudaine volonté de réconciliation. Je me suis souvenu de la conversation avec Pascal Véronique à propos de mon testament. Benoît avait-il découvert les modifications? Cette possibilité m'a fait réfléchir sur la façon dont l'argent pouvait révéler la vraie nature des gens. Si mon fils n'était vraiment préoccupé que par son héritage, notre conversation de demain serait très révélatrice. Avant de dormir, j'ai appelé Zoé une fois de plus, ressentant le besoin de partager mes soupçons. « Ma tante, vous avez peut-être raison », a approuvé Zoé après avoir écouté mes inquiétudes. Mais quelle que soit leur motivation, gardez votre position. S'ils viennent par intérêt financier, cela deviendra vite évident. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, lui ai-je assuré. Pour la première fois depuis des années, je ne vais pas leur faciliter les choses. Parfait, a approuvé Zoé. Et rappelez-vous, vous avez tout à fait le droit d'établir des conditions pour toute réconciliation. N'acceptez pas des miettes d'attention. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. La conversation de demain serait un test crucial pour découvrir si Benoît et Florence étaient capables d'un véritable changement ou s'ils restaient les mêmes personnes égoïstes qui m'avaient tant blessé. Pour la première fois depuis des décennies, je n'étais plus désespéré d'obtenir l'approbation familiale. S'ils venaient avec des intentions sincères, je serais ouverte au dialogue. Mais si ce n'était qu'une nouvelle tentative de manipulation, j'étais prête à le leur faire comprendre très clairement. La nouvelle Amandine Martins ne serait plus la mère soumise qui acceptait n'importe quel traitement. C'était une femme de 60 ans qui avait redécouvert sa dignité et savait exactement ce qu'elle méritait de toute relation, y compris familiale. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment mêlé d'anxiété et de détermination. Le rendez-vous avec Benoît et Florence était fixé à 20 heures et je savais que ce serait un moment décisif. J'ai préparé mon petit déjeuner tranquillement, savourant chaque gorgée tout en observant le jardin par la fenêtre de la cuisine. Les fleurs que j'avais plantées au début de l'année fleurissaient magnifiquement et cela m'a procuré un étrange sentiment de fierté. Pendant des décennies, j'entretenais le jardin en pensant à ce que les autres en penseraient. Mais maintenant, je réalisais que je pouvais simplement apprécier la beauté que j'avais moi-même créée. Le téléphone a sonné vers 10 heures. C'était Zoé, ma chère nièce. « Tante Amandine, comment vous sentez-vous aujourd'hui » a-t-elle demandé avec une sincère affection. Nerveuse, mais déterminée, ai-je répondu honnêtement. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je vais découvrir beaucoup de choses sur mon fils et ma belle-fille. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, a dit Zoé fermement. N'acceptez pas d'excuses creuses. S'ils ont vraiment changé, ils le montreront par des actes, pas seulement par des mots. Après avoir parlé avec Zoé, j'ai décidé d'occuper ma journée avec des activités qui m'apporteraient la paix. Je suis allée à la bibliothèque municipale et j'ai passé la matinée à lire, me préparant pour le club de lecture du jeudi. La bibliothécaire, une dame sympathique aux cheveux gris, m'a recommandé d'autres livres d'auteurs qu'elle admirait. « Vous avez un goût raffiné », a-t-elle commenté en tamponnant les livres que j'avais choisis. « Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas vu ici. »« Je reprends de vieilles habitudes », ai-je répondu avec un sourire. « Parfois, nous devons nous redécouvrir, n'est-ce pas ?»« Absolument », a-t-elle approuvé. « Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle phase de la vie. »
Durant l'après-midi, j'ai préparé un dîner simple pour 3 personnes. Je ne voulais pas que Benoît et Florence pensent que je faisais trop d'efforts pour les impressionner, mais je ne voulais pas non plus être impolie. J'ai choisi un menu équilibré. Une soupe crémeuse de potiron, du pain fait maison et une salade fraîche. Rien d'extravagant, mais fait avec soin. À 19h30, j'ai pris un bain relaxant et choisi une tenue qui me donnait confiance, une robe bleu marine qui mettait en valeur mes yeux et me donnait une apparence élégante mais pas intimidante. En me regardant dans le miroir, j'ai reconnu une femme qui avait profondément changé ces dernières semaines. L'Amandine d'avant aurait passé des heures à se préparer, anxieuse de plaire. La nouvelle Amandine s'était préparée pour se sentir bien avec elle-même. À 20 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai respiré profondément avant d'ouvrir la porte. Benoît était là avec Florence à ses côtés, tous deux arborant des expressions qui se voulaient contrites, mais qui ne parvenaient pas à dissimuler complètement une nervosité qui m'intriguait. « Bonsoir, maman », a dit Benoît en m'embrassant sur la joue. « Merci de nous recevoir. » Madame Amandine a salué Florence d'une voix douce qui sonnait répétée. « Vous êtes ravissante ce soir. »« Entrez », ai-je répondu cordialement, les guidant vers la salle à manger. « J'ai préparé un dîner léger pour nous. » Pendant le repas, la conversation est restée superficielle. Benoît a parlé de son travail, Florence a complimenté la décoration de la maison et je répondais poliment, tout en maintenant une certaine distance émotionnelle. J'ai remarqué qu'ils attendaient que je facilite la conversation, comme je le faisais toujours, mais cette fois-ci je suis restée silencieuse, attendant qu'ils prennent l'initiative. Après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon. Benoît s'est éclairci la gorge nerveusement avant de commencer. « Maman, nous sommes venus ici parce que nous voulons parler honnêtement de ce qui s'est passé lors de ton anniversaire, dit-il, jetant un rapide coup d'œil à Florence. Nous reconnaissons que nous n'avons pas agi de la meilleure façon. Continue, ai-je répondu calmement, croisant les mains sur mes genoux. Florence s'est agitée inconfortablement sur le canapé avant de parler. Madame Amandine, je sais que vous avez été blessée par la fête. Ce n'était pas notre intention de vous diminuer ou de vous faire sentir oubliée. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, ai-je répondu tranquillement. Vous avez organisé une fête pour Florence le jour de mes 60 ans et, quand j'ai protesté, Benoît m'a dit qu'elle était plus jeune et que je devais comprendre. Le silence qui a suivi était tendu. Benoît évitait mon regard tandis que Florence jouait nerveusement avec son alliance. « Maman, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé ce jour-là, » dit finalement Benoît. « Ce que je voulais dire, c'est que... » « Benoît, l'ai-je interrompu doucement mais fermement. Pas besoin d'expliquer. Tes paroles étaient très claires, tout comme tes actions. La question maintenant est, que voulez-vous de moi aujourd'hui ?» La question directe les a pris au dépourvu. Ils ont échangé des regards nerveux avant que Benoît ne réponde. « Nous voulons retrouver notre famille, » dit-il, sonnant moins convaincant qu'il ne l'aurait probablement voulu. « Nous voulons que les choses redeviennent normales entre nous. » « Et qu'est-ce qui serait normal pour vous ?» ai-je demandé, me penchant légèrement en avant. « Que je continue à accepter n'importe quel traitement de votre part. Que je reste disponible quand vous avez besoin de quelque chose et ignoré quand vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas comme ça, maman, » a protesté Benoît, montrant enfin une émotion authentique. « Tu es importante pour nous. » « Alors pourquoi ne vous en rendez-vous compte que maintenant ?» ai-je demandé directement. « Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines ?» Une fois de plus, ils ont échangé des regards. J'ai pu percevoir qu'il y avait quelque chose qu'ils ne me disaient pas, et mes soupçons concernant le testament se sont intensifiés. « Maman ?» dit Benoît avec hésitation. « Nous avons entendu des commentaires sur ta visite chez le docteur Pascal Véronique. » Voilà, la vraie raison de cette visite soudaine. J'ai ressenti un mélange de déception et de soulagement d'avoir enfin la confirmation de leur véritable motivation. « Et quel rapport avec notre conversation ?» ai-je demandé, gardant ma voix neutre. « Eh bien, » continua Benoît mal à l'aise, « les gens parlent et nous nous inquiétons de savoir si tu vas bien.
si tu as besoin de quelque chose. » Quel genre de commentaire? Ai-je insisté, déterminée à leur faire avouer ouvertement leurs préoccupations. Florence a finalement parlé, son masque de douceur commençant à glisser. « Madame Amandine, les gens disent que vous auriez fait des changements concernant des questions financières. »« Ah !» ai-je répondu calmement. « Et cela vous inquiète ?»« Ce n'est pas une préoccupation financière, » dit rapidement Benoît. « C'est l'inquiétude pour toi. Si tu prends des décisions précipitées parce que tu es blessé... » Benoît, l'ai-je interrompu à nouveau, ma patience atteignant ses limites. « Arrête de m'insulter avec ces justifications. Vous êtes ici parce que vous avez découvert que j'ai modifié mon testament. Ayez au moins l'honnêteté de l'admettre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Benoît a baissé la tête tandis que Florence m'a regardé, avec une expression mêlant colère et désespoir. « D'accord, » dit finalement Benoît. « Oui, nous avons appris pour le testament, mais cela ne change pas le fait que nous voulons nous réconcilier avec toi. » « Vous voulez vous réconcilier ou vous voulez garantir votre héritage ?» ai-je demandé directement. « Les deux ne peuvent-ils pas être vrais en même temps ?» a répondu Florence avec une franchise qui m'a surprise. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti que quelqu'un avait dit quelque chose de sincère. J'ai regardé ma belle-fille avec un intérêt renouvelé. « Au moins, tu as été honnête, » ai-je dit. « Oui, Florence, les deux peuvent être vrais, mais la réconciliation sincère doit venir d'abord. L'héritage est une conséquence, pas une motivation. »« Alors que veux-tu de nous ?» a demandé Benoît, semblant frustré. « Le respect, » ai-je répondu simplement. « De la considération. Que vous me traitiez comme une personne importante dans vos vies, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose. »« Et si nous faisons cela ?» dit Florence prudemment. « Envisageriez-vous de revenir sur les changements du testament ?» J'ai souri pour la première fois de la soirée. « Florence, tu es plus intelligente que je ne le pensais. Oui, si vous démontrez un changement authentique et durable, j'envisagerai de faire des ajustements. Mais cela prendra du temps, des mois, peut-être des années. »« Combien de temps ?» a demandé Benoît anxieusement. « Le temps qu'il faudra pour que je croie que le changement est réel, » ai-je répondu. « Vous avez passé des années à me traiter comme une commodité. Vous ne vous attendez pas à ce que je change d'avis du jour au lendemain, n'est-ce que pas ?» Ils sont restés silencieux, manifestement en train de digérer les implications de mes paroles. Finalement, Benoît a pris la parole. « Que devons-nous faire ?» a-t-il demandé, et pour la première fois, j'ai perçu une véritable humilité dans sa voix. « Commencez par m'inclure de manière significative dans vos vies, » ai-je répondu. « Pas seulement lors des fêtes ou quand vous avez besoin d'un service. Appelez-moi régulièrement, pas uniquement quand vous voulez quelque chose. Respectez mes opinions et mes décisions. Traitez-moi comme vous traiteriez toute personne importante pour vous. »« Nous pouvons le faire, » a dit rapidement Florence. « Nous pouvons essayer. »« Essayer ne suffit pas, » ai-je répondu fermement. « Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas de demi-mesure. » Quand ils se sont finalement levés pour partir, j'ai pu voir que la conversation avait été un choc pour eux deux. Ils s'attendaient probablement à retrouver la même Amandine soumise de toujours, prête à accepter n'importe quelle miette d'attention en échange du pardon. À la porte, Benoît m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, nous allons te montrer que nous avons changé. » « Je l'espère, » ai-je répondu sincèrement. « Pour nous tous. » Après leur départ, je suis restée dans le salon à réfléchir à cette soirée. Je me sentais étrangement en paix. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais établi des limites claires et je n'avais pas cédé à la pression émotionnelle. Si Benoît et Florence changeaient vraiment, notre famille pourrait guérir. S'ils ne changeaient pas, au moins je saurais où j'en étais. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maîtresse de ma propre vie. 6 mois plus tard, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand j'ai entendu la sonnette. Par la fenêtre, j'ai vu Benoît qui marchait dans le jardin, observant les nouvelles fleurs que j'avais plantées au printemps. Ces derniers mois, ses visites étaient devenues régulières
mais elle me causait encore un mélange d'espoir et de prudence. « Maman, je peux entrer ?» a demandé Benoît quand j'ai ouvert la porte, tenant un bouquet de marguerites jaunes. « Bien sûr, mon fils, » ai-je répondu, acceptant les fleurs avec un sourire sincère. Quelle agréable surprise. Pendant les 2 premiers mois après notre conversation décisive, les changements avaient été subtils mais perceptibles. Benoît avait commencé à appeler chaque semaine, pas seulement quand il avait besoin de quelque chose. Florence, étonnamment, s'était montrée plus investie dans la réconciliation que je ne l'espérais. Ses appels étaient moins fréquents que ceux de son mari, mais témoignaient d'un intérêt sincère pour ma vie. « Comment s'est passé le club de lecture hier ?» a demandé Benoît pendant que je mettais les fleurs dans un vase. « Vous avez fini ce livre de Clarice Lispector ?» La question m'a agréablement surprise. 3 mois auparavant, il ne savait même pas que je participais à un club de lecture. Maintenant, il manifestait un réel intérêt pour mes activités. « Oui, nous l'avons terminé », ai-je répondu en nous servant du café. C'était une expérience merveilleuse, consistant à apporter une analyse très intéressante sur le personnage principal. Nous nous sommes assis dans le salon, et j'ai remarqué comme l'ambiance avait changé. La tension constante qui planait sur nos rencontres précédentes avait laissé place à une atmosphère plus détendue, bien qu'il y eût encore des moments de gêne lorsque nous abordions des sujets délicats. « Maman, j'ai quelque chose à te dire », a dit Benoît, remuant nerveusement sa tasse. Florence et moi avons beaucoup parlé de notre famille, de la façon dont nous t'avons traité pendant toutes ces années. « Continue », ai-je répondu calmement, observant la sincérité dans ses yeux. « Nous avons réalisé que nous ne t'avons jamais vraiment écouté, a-t-il poursuivi en me regardant directement. Nous avons toujours supposé que tu allais bien, que tu étais heureuse simplement en prenant soin de nous. Nous ne t'avons jamais demandé quels étaient tes rêves, tes désirs, tes frustrations. » Les paroles de Benoît m'ont profondément touchée. Pendant des décennies, je m'étais contentée d'être seulement mère et belle-mère, oubliant que j'étais aussi Amandine, une femme avec ses propres aspirations et besoins. « Merci de le reconnaître, » ai-je dit, sentant les larmes me monter aux yeux. Vous n'imaginez pas comme c'est important d'entendre ces mots. Le téléphone a sonné, interrompant notre conversation. C'était Zoé, ma nièce, qui était devenue ma confidente la plus proche pendant ces mois de transformation. « Tante Amandine, comment vas-tu ?» a demandé Zoé avec son affection habituelle. « Benoît est là, n'est-ce pas? J'ai vu sa voiture dans ta rue. »« Oui, il est là, » ai-je répondu en souriant à mon fils. « Nous avons une très bonne conversation. »« Quel bonheur de l'entendre, » a dit Zoé sincèrement. « Tante, n'oublie pas que demain nous allons au cinéma. Le film que tu voulais voir passe au centre commercial. » Après avoir raccroché, Benoît m'a regardé avec curiosité. « Tu sors beaucoup avec Zoé dernièrement ?»« Oui, en effet, » ai-je répondu avec fierté. J'ai redécouvert le plaisir d'avoir des relations qui me nourrissent émotionnellement. Zoé me traite comme une personne intéressante, pas seulement comme une tante qu'il faut tolérer. Benoît a baissé la tête, comprenant clairement l'allusion. « Maman, je sais que nous t'avons beaucoup déçue. Florence et moi voulons vraiment changer cela. »« Et comment comptez-vous faire ?» ai-je demandé, gardant un ton doux mais direct. « Nous voulons t'inclure davantage dans nos vies, » répondit Benoît se redressant dans son fauteuil. « Pas seulement pour les occasions spéciales, mais au quotidien. Florence a suggéré que nous organisions des dîners de famille réguliers où nous pourrions vraiment discuter. » La mention de Florence m'intrigua. Ces derniers mois, ma belle-fille m'avait surprise par des changements subtils mais significatifs. Ses appels téléphoniques étaient devenus plus chaleureux et elle montrait un intérêt sincère pour mon opinion sur divers sujets. « Et Florence est vraiment engagée dans ce changement ?» ai-je demandé directement. « Plus que je ne l'espérais, » admit Benoît honnêtement. « Elle m'a dit qu'elle se sentait coupable depuis des mois, qu'elle avait toujours su qu'elle te traitait mal mais ne savait pas comment changer sans paraître fausse. Au moins, elle a été honnête à ce sujet, » ai-je commenté, me rappelant la franchise de Florence lors de notre dernière conversation difficile. Benoît resta silencieux quelques minutes avant de poser la question qui, je le savais, lui brûlait les lèvres depuis son arrivée. « Maman, à propos du testament,
commença-t-il avec hésitation. Qu'en est-il du testament? Ai-je répondu calmement, bien que mon cœur s'accélère. Envisagerais-tu de faire quelques ajustements? Demanda-t-il, évitant mon regard. Je ne demande pas de tout remettre comme avant, mais peut-être. Benoît, l'interrompis-je doucement, me poses-tu cette question parce que tu as vraiment changé ou parce que tu veux garantir ton héritage? La question le fit me regarder à nouveau. Honnêtement, un peu des deux, admit-il. Je ne vais pas mentir en disant que la question financière ne me préoccupe pas, mais c'est surtout parce que je sens que nous reconstruisons notre relation. Son honnêteté m'impressionna. Le Benoît d'il y a 6 mois n'aurait jamais admis aussi ouvertement des motivations mixtes. J'apprécie ta sincérité, dis-je après une pause. Et oh oui, j'ai envisagé de faire quelques ajustements, mais je ne suis pas encore prête. Combien de temps vous faut-il encore? Demanda Benoît, essayant de masquer son anxiété. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. J'ai besoin d'être sûr que les changements sont permanents, pas seulement un effort temporaire pour récupérer l'héritage. À ce moment-là, la sonnette retentit à nouveau. C'était Florence, portant un sac de courses et souriant sincèrement. « Madame Amandine, j'ai apporté ces biscuits que vous aimez, » dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Et j'ai aussi acheté les ingrédients pour faire cette tarte que vous m'avez apprise. » Ces derniers mois, Florence avait montré un intérêt croissant pour apprendre les recettes traditionnelles de la famille. Au début, je soupçonnais que ce n'était qu'une stratégie, mais j'ai progressivement réalisé qu'il y avait de la sincérité dans ses efforts. « Je suis contente que tu sois venue, » dis-je en la guidant vers la cuisine. « Nous pouvons commencer la tarte maintenant. » Pendant que nous préparions la pâte ensemble, j'observais comment la dynamique familiale avait changé. Benoît aidait en épluchant les pommes. Florence suivait mes instructions avec une attention sincère, et je me sentais incluse plutôt qu'utilisée. « Madame Amandine, » dit Florence tout en pétrissant la pâte, « puis-je vous poser une question personnelle? »« Bien sûr, » répondis-je intriguée. « Me pardonnez-vous » demanda-t-elle, arrêtant de pétrir la pâte et me regardant. « Pour l'anniversaire, pour les choses que j'ai dites, pour tout le manque de respect ?» La question me prit au dépourvu. Pendant tous ces mois, j'avais attendu que Florence aborde ce sujet, mais quand cela arriva enfin, je me sentis émotionnellement mal préparée. « Florence, » dis-je prudemment, « le pardon est un processus. Je ne peux pas simplement décider de pardonner comme ça. J'ai besoin de voir des changements constants. »« Je comprends, » répondit-elle, reprenant le pétrissage, « et je suis prête à attendre le temps qu'il faudra. » Benoît s'approcha et posa sa main sur mon épaule. « Maman, nous sommes tous les deux prêts à attendre et à continuer nos efforts. » Je regardais mon fils et ma belle-fille, voyant en eux une humilité qui n'existait pas 6 mois auparavant. Les changements étaient réels, bien que encore fragiles. « Très bien, » dis-je finalement. « Continuons à construire notre relation jour après jour. Et quand je sentirai que nous sommes sur des bases solides, nous parlerons du testament. » « Merci, maman, » dit Benoît en m'embrassant, « de nous donner cette chance. » Pendant que la tarte cuisait au four, nous nous sommes assis dans le salon pour parler de sujets quotidiens. Florence m'a parlé de son travail. Benoît a partagé ses plans pour rénover la maison. Et j'ai parlé de mes nouveaux passe-temps et amitiés. « Vous semblez plus heureuse, » observa soudainement Florence. « Plus vivante. »« Je suis plus heureuse, » admis-je sincèrement. J'ai découvert que je peux avoir une vie épanouie à 60 ans, que je peux me faire de nouveaux amis, avoir de nouveaux centres d'intérêt, établir des limites saines. « Et nous faisons partie de cette nouvelle vie ?» demanda Benoît avec espoir. « Oui, » répondis-je après une pause, « mais d'une manière différente. Comme des personnes que je choisis d'avoir près de moi, pas comme des obligations familiales. » Quand ils sont partis en fin d'après-midi, emportant la moitié de la tarte que nous avions faite ensemble, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Le voyage n'était pas encore terminé et peut-être ne se terminerait-il jamais complètement. Les relations familiales sont des constructions constantes qui nécessitent des soins et une attention continue. J'ai appelé Pascal Véronique le lendemain matin pour prendre rendez-vous. Il était temps d'envisager quelques ajustements au testament
non pas parce que Benoît et Florence m'avaient convaincu, mais parce que je sentais qu'ils essayaient sincèrement de changer. « Amandine, quel plaisir d'entendre votre voix !» a dit Véronique quand j'ai décroché. « Comment vont les choses avec votre famille ?»« Elle s'améliore progressivement, » ai-je répondu. « J'aimerais discuter de quelques modifications au testament. »« Bien sûr, » a-t-il acquiescé. « Mais cette fois, faisons quelque chose de différent. Que diriez-vous de créer un testament avec des clauses conditionnelles? Ainsi, vous pourrez récompenser les changements sincères sans vous engager totalement. » La suggestion me semblait parfaite. À 60 ans, j'avais appris que la vie offre rarement des solutions définitives. Mais elle offre des opportunités de croissance, de pardon et de reconstruction pour ceux qui sont assez courageux pour les saisir. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai regardé par la fenêtre le jardin qui continuait de fleurir. Tout comme les plantes avaient besoin de temps, de soins et de conditions appropriées pour croître, les relations avaient aussi besoin de patience et d'un dévouement constant. L'Amandine de 60 ans avait découvert quelque chose que la jeune Amandine ne savait pas. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que nous méritons, ni pour donner une seconde chance quand elle est vraiment méritée.